Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être venus, comme je vois, nombreux en fait à la pause de midi pour assister donc à cette conférence, enfin cette table ronde plutôt, autour du thème suivant, l'avenir des lieux de diffusion et des contenus de divertissement immersif. Alors, on va essayer de faire assez rapide. Effectivement, la volonté d'une table ronde, c'est de débattre en fait de différents types de sujets. Pourquoi est-ce que ce sujet-là en particulier a été posé aujourd'hui? Il pose toujours question. La première, c'est particulièrement qu'il y a encore aujourd'hui une interrogation sur le futur ou l'avenir en fait de la réalité virtuelle ou même des lieux immersifs. Effectivement, on voit qu'auprès des professionnels, ça commence à pas mal prendre, mais auprès des particuliers, il y a encore une petite interrogation qui se fait. Effectivement, même si on voit bien qu'il y a certains casques qui commencent à se vendre de plus en plus, il y a toujours une interrogation autour justement de la réalité virtuelle et du futur. Sur les salles en fait, de divertissement immersif, ou au moins sur la partie réalité virtuelle, déjà dans les années 80, si on doit revenir un petit côté en fait historique, dans les années 80, vous aviez déjà en fait des casques qui existaient et qui étaient exposés dans certains types de salles, notamment à l'étranger. Pour le coup, il y en avait pas en France, mais on pouvait en trouver notamment aux États-Unis où il y en avait quelques-uns qui étaient exposés, qui étaient testés. Mais on peut voir effectivement qu'il y a ces 3 dernières années eu un engouement autour de ce qu'on appelle le LBE, Location Based Entertainment, et notamment avec une société qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, qui s'appelle The Void. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le principe de The Void, c'est une sorte en fait d'escape game en réalité virtuelle, et dans lequel en fait vous êtes complètement immergé dans une salle. C'est une salle qu'on appellerait 4D parce qu'en plus de ça, vous pouvez, ils ont tout un système d'installation où il va y avoir de la fumée qui va sortir et vous avez tout un environnement qui va interagir en réalité virtuelle avec vous. Et The Void, ils ont fait beaucoup parler d'eux, notamment parce qu'ils étaient quasiment les premiers à se positionner dessus, et particulièrement parce qu'ils ont fait des partenariats qui ont été très très remarqués avec des films comme Ghostbusters ou Star Wars. Donc aujourd'hui, ils sont en train de se développer de plus en plus et effectivement, leur partenariat avec Disney leur ouvre pas mal de portes dessus. Si vous êtes ici et que vous êtes venu donc à cette table ronde sur l'avenir en fait des lieux de diffusion et des contenus de divertissement immersif, c'est soit que vous y avez déjà été, soit que potentiellement c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour votre business aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs interrogations. Si soit vous voulez lancer en fait une salle de contenu de divertissement immersif ou vous souhaitez créer du contenu pour ces types de salles. Notamment pour les personnes qui souhaitent créer ce type de salle, il y a une interrogation en fait sur les technologies en fait qui s'étaient posées. Si je reprends encore l'exemple de The Void, la difficulté c'est que The Void, ils n'ont pas utilisé un système technologique existant, un HTC Vive, un Oculus Rift ou autre. Ils l'ont totalement créé from scratch. Donc clairement, ça représentait des millions de dollars en fait de R&D. Et aujourd'hui, une expérience type The Void, on est autour de 1 million, 1,5 million si vous voulez vous payer l'achat d'une licence comme ça. Étant donné que ça, c'est à peu près les tarifs qui circulent, je n'ai même aucune idée de savoir si aujourd'hui c'est possible de l'acheter en tant que tel. Peut-être que du coup, il y aura des réponses autour. Donc il y avait une véritable interrogation sur la faisabilité. Aujourd'hui, il s'avère qu'avec le développement donc, de ces types de casques de réalité virtuelle et notamment du HTC Vive, pour le coup, c'est aujourd'hui plus facile de développer des expériences pour des salles de contenu immersif. Il y avait une question effectivement également sur le prix. Et enfin, une question également sur l'intérêt de savoir si qui allait être intéressé, qui allait être exactement la cible pour ce type de contenu. C'est notamment en fait un des points qu'on va discuter aujourd'hui. Est-ce qu'on parle plutôt de B2C, de B2B ou même des deux. Donc on va voir que nos intervenants ont des approches qui pourront être différentes ou convergentes en fait sur ces points-là. Donc voilà, je me permets donc de vous présenter en fait les intervenants qui viennent avec nous aujourd'hui pour débattre de ces sujets-là et qui ont tous déjà depuis quelques années développé un business model autour justement de ces lieux de diffusion et des contenus de divertissement immersifs, tous à des échelles assez différentes et avec des prismes assez différents. Et c'est ce qui faisait l'intérêt en fait
de nos invités aujourd'hui, que je vais laisser se présenter donc un par un. Donc Jean-Louis, si vous voulez bien commencer. Alors, juste une présentation, on va dire, on va dire la société. Après, on reviendra effectivement. Donc la table ronde en fait va notamment se dérouler sur 2 points. Le premier point qui va être sur la partie, on va dire, business model, économique. Quand on parle d'avenir, on va savoir s'il y a un avenir économique en fait derrière. Donc, quel était celui qui a été choisi par nos invités, pourquoi, comment, est-ce qu'ils ont pivoté à un moment donné, est-ce qu'ils comptent le faire. Donc ça c'est une des premières questions. Et la seconde, effectivement, ça sera sur le contenu en lui-même, en fait, quel avenir pour le contenu, comment est-ce qu'il doit être pensé pour ces types de salles. Donc c'est pour ça que ça permet de ne pas tout aborder d'un coup dans la présentation. Et on terminera avec un point un petit peu particulier sur la question du e-sport et de savoir comment ça pourrait s'intégrer dans ces salles-là. Merci Jean-Louis, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Jean-Louis Boutinon, comme c'est marqué, je crois, et je suis de la société Virtual Room. On est 4 associés. Moi, je viens du monde du divertissement, avant d'avoir fait autre chose, mais principalement du divertissement depuis 2014. Et mes associés sont un studio 3D qui s'appelle Monsieur K, avec qui nous sommes associés sous l'idée de faire une expérience virtuelle collaborative. Quand on dit collaboratif, ça ne veut pas dire commune, ça veut vraiment dire collaboratif. La grande différence à ce jour, et c'est pour ça que je voudrais commencer par ça, c'est lorsqu'on s'échange les objets en réalité virtuelle, on se les échange réellement. Vous parliez de The Void, que je connais, pour l'avoir fait, c'est une expérience en réalité virtuelle commune. C'est-à-dire qu'on va vivre une action, on la fait tous ensemble dans une même pièce, on ne s'échange pas les objets entre nous. Voilà, il y a des petites différences comme ça au sein de la réalité virtuelle, c'est ce qu'en fait aujourd'hui sa diversité, et aussi pour le consommateur ou le joueur ou dans le divertissement, c'est ce qui fait aussi la diversité et le bonheur de tous. Voilà. Donc nous sommes partis sur le principe de dire la réalité virtuelle, ça peut être un jeu collaboratif, mais aussi dans l'esprit de l'escape game, c'est-à-dire que l'aventure, notre jeu, dure une 40aine de minutes, où vous êtes 4 au maximum, de 2 à 4 personnes. Et pendant cette aventure, vous devez collaborer, travailler ensemble, vous échanger des informations, vous voyez vos avatars, vous travaillez sur la progression de votre aventure au sein de notre film. C'est un petit peu la particularité. Aujourd'hui, nous avons choisi un développement primo par 2 moyens. Nous avons choisi le développement en direct. Nous sommes basés, comme on peut le voir peut-être sur différentes cartes ou sur notre site internet, majoritairement à l'étranger, mais aussi en France, sous 2 aspects. Soit en investisseur direct, nous prenons généralement des participations ou parts dans des grandes villes. Nous sommes actuellement à Los Angeles, Sao Paulo, Sydney, Singapour, là où nous avons entre une 12aine et 25 salles pour les plus grandes, qui est à Singapour. Quand je dis 25 salles, c'est 25 aires de jeu. Comme le jeu se fait entre 2 et 4, on choisit le nombre de participants à chaque séance. Ou sinon par vente de licence, c'est-à-dire un droit d'exploitation, une vente de licence qui est négociée avec nous en direct, où on vous donne l'autorisation du jeu, évidemment, et tout ce qui est la partie hotline, débugage, entretien. On sait que la réalité virtuelle, c'est pas quelque chose d'établi et de fixe, il y a toujours des améliorations à faire. Notre contenu est produit à 100% au sein de notre entreprise, nous achetons rien du tout à l'extérieur, tout est fait maison. Donc ça prend un peu de temps, évidemment. Le premier film, la première aventure nous a pris quasi 1 an à une 12aine de personnes. Nous sortons à la fin du mois l'aventure numéro 2, qui sera disponible dans les salles, je pense, fin avril, à peu près partout. Nous établissons nos jeux en 7 langues différentes, puisque nous sommes à Singapour, par exemple, nous avons enregistré en mandarin, mais aussi bien sûr en anglais, en allemand, en espagnol, ce qui fait la force un petit peu de l'export et de pouvoir communiquer à travers le monde. Voilà. Peut-être qu'on peut faire un break et voir un peu... Bien sûr, on verra effectivement après. Merci beaucoup Jean-Louis. La seconde personne, ça va être Camille.
Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Camille Lopato, donc effectivement, j'ai fondé Diversion Cinéma il y a 1 an et demi maintenant. Diversion est une société spécialisée dans la distribution et l'exploitation de films et d'expériences en réalité virtuelle. Notre modèle économique se base sur 2 choses. Déjà effectivement sur du B2B et puis sur du B2C. Le modèle, ouais, d'accord. On verra ça plus tard. Voilà. On a ouvert, parlons du B2C, on a ouvert notre premier cinéma en janvier 2016, un cinéma de réalité virtuelle donc, qui était à l'époque dans la cave d'un restaurant. Et puis qui était composé de 8 fauteuils avec 8 Samsung Gear et des films que nous avions donc achetés pour l'occasion. Aujourd'hui, on a 2 cinémas en Europe, un qui est à Paris, au Forum des Images, qu'on remercie de nous accueillir ici donc tous les samedis, où donc on accueille des spectateurs avec des programmes qui durent une trentaine de minutes et qui sont composés de plusieurs films. Et puis on a un cinéma qui a ouvert en décembre dernier à Rotterdam, là aussi un cinéma de réalité virtuelle hébergé par un cinéma traditionnel et qui agit tous les week-ends. Et qui lui aussi diffuse donc, nos programmes donc, d'une trentaine de minutes. L'idée, donc moi je viens du monde du cinéma, j'ai travaillé 8 ans dans la distribution de films traditionnels. Aujourd'hui, l'idée en tout cas au départ, c'était de pouvoir proposer une expérience qui soit aussi inclusive que celle du cinéma, c'est-à-dire que n'importe qui n'y connaît rien en réalité virtuelle, et ils ont bien raison, peut se présenter dans un cinéma, acheter un ticket et vivre une expérience qui est tout sauf anxiogène. Et pour ça, il nous a fallu faire en sorte que la technologie ne soit pas une barrière entre la création et le spectateur. Et à cette fin, on a créé un logiciel donc, qui nous permet d'avoir le contrôle sur les masques, et donc là je parle toujours des Samsung Gear, d'avoir le contrôle sur les masques à distance, de façon à ce qu'on puisse accueillir dans notre cinéma à la fois des enfants de 13 ans et des mamies de 93 ans, ce qui a été le cas, et que tout le monde passe un bon moment, et que surtout tout le monde passe un moment qui est un moment social et collectif. L'idée étant que, de la même manière que dans une séance de cinéma traditionnelle, on a acheté son ticket pour voir un programme. On se présente à l'heure dite devant la salle, les spectateurs s'installent, on leur explique grosso modo et assez rapidement comment tout ça va se passer, donc la petite molette pour régler la netteté du masque, la netteté de l'image notamment. Les gens se coiffent, le spectateur se coiffe de son masque, donc il y a toujours un moment un peu rigolo parce qu'on se retrouve dans une configuration hôtesse de l'air un peu face aux passagers de l'avion qui s'apprêtent à partir dans un autre monde. Les spectateurs se coiffent donc de leur masque et puis donc on appuie sur un bouton et la séance démarre pour tout le monde. Donc ça c'est un gros avantage, il y a 2 gros avantages, c'est que d'une part tout le monde commence en même temps donc termine en même temps, ce qui permet de partager immédiatement dans 99% des cas l'enthousiasme que chacun a vécu, et puis comme dans toutes les expériences, quand on en est content, on en est encore plus content quand on peut partager justement sa satisfaction avec quelqu'un d'autre. Donc disons que ça participe à l'expérience globale qu'on propose. C'est pas simplement ce qui se passe dans le masque, mais aussi tout le procédé, ou en tout cas le rituel qu'il y a avant et après l'immersion, quoi. Et l'autre avantage, et peut-être qu'on en parlera plus tard, l'autre avantage, c'est effectivement que du coup, on a besoin de moins de personnel pour gérer un parc de masques plus étendu. Quand on a commencé tout au début dans notre petite cave dans le 11e arrondissement, on avait 8 fauteuils, donc 8 masques, et on était 3 pour péniblement réussir à faire en sorte que nos 8 spectateurs puissent voir des films. Aujourd'hui, avec un staff, on arrive à gérer une salle de 20 personnes avec des séances toutes les heures. Donc ça, ça a été pour nous un besoin, puisque sans ça, le modèle économique ne fonctionne absolument pas. Voilà grosso modo où on en est. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement vocation à nous-mêmes ouvrir plein de salles dans le monde entier. On reparlera de business model peut-être plus tard. En revanche,
on ouvre, on ouvre aujourd'hui un département de vente internationale avec une nouvelle recrue qui nous a rejoint, qui s'appelle Paul Bouchard. Et on a ex-White VR, pour ceux qui connaissent. Et donc, l'idée est de faire en sorte de pouvoir promouvoir nos films à l'international. Voilà. Merci Camille. Intervenant suivant, Elisha Karmitz, fondateur du MK2. Bonjour. Donc moi je m'appelle Elisha, je dirige MK2. MK2 est une société de cinéma. On a dans le cinéma deux activités principales qui sont l'exploitation de salles de cinéma en Europe et bientôt au Canada, et la production et la distribution internationale de films. À côté de ça, on a une agence intégrée, qui est une agence de communication et de marketing qui travaille et qui monétise notre audience et qui travaille au contact des marques. On a commencé la réalité virtuelle en 2016, en décembre 2016, et on fait dans le domaine de la VR globalement les activités que fait MK2 dans le domaine du cinéma. On a commencé par ouvrir une salle de réalité virtuelle située à la pointe de l'une de nos salles de cinéma qui s'appelle MK2 Bibliothèque en décembre 2016. C'est une salle dans laquelle on a une douzaine de casques, la possibilité de voir des contenus qui sont des contenus aussi bien interactifs que purement narratifs, qui sont des films, des documentaires, des jeux, des simulations. On a aussi des simulateurs de réalité virtuelle, notamment une machine qui s'appelle le Birdly, et aussi des rameurs, plus récemment un siège qui s'appelle le siège Positron, qui est une technologie qui permet de voir des contenus à 360. On a une activité donc d'exploitant de salle de VR. On tire le fil de cette activité, donc là on crée des programmations, on crée des nouveaux concepts. Là on est en train d'ouvrir un petit concept qui est dédié aux enfants qui s'appelle MK2 VR Kids, qu'on inaugure au Bon Marché aujourd'hui d'ailleurs, qui va être pendant toutes les vacances, qui ensuite on va rapatrier dans la salle. On cherche des lieux pour ouvrir avec l'enseigne MK2, mais l'un des vrais pivots qu'on a fait dans le développement de notre activité, c'est qu'on a vu qu'il allait être, notamment à l'international, très difficile d'ouvrir avec la marque MK2 parce qu'elle ne présentait strictement aucun attrait dans toute une série de pays, notamment aux États-Unis. Par contre, on a vu qu'on avait une efficacité opérationnelle, notamment comparée à une bonne partie de nos concurrents de type IMAX aux États-Unis ou Soril en Chine, puisque l'exploitation de salles, c'est deux choses, c'est de l'immobilier, des mètres carrés, et des personnes pour gérer ces mètres carrés. Et on a vu qu'on avait des efficacités opérationnelles qui étaient extrêmement fortes là-dessus. Donc on a concentré notre savoir-faire dans un produit dont on a d'ailleurs, je crois, parlé pour la première fois ici l'année dernière, qu'on a présenté à Virtuality pour la première fois il y a quelques semaines, qui est un produit qu'on appelle le MK2 VR Pod, et où en fait on a concentré toute la manière dont on opère et dont on construit une salle de VR au MK2 Bibliothèque dans ce produit, qui est un produit qu'on commercialise, qu'on commercialise auprès de n'importe qui. La grosse différence avec The Void, c'est que vous avez beau avoir 2 millions sur votre compte en banque, c'est pas pour ça qu'ils vont vouloir vous le vendre. Nous, en tout cas, le produit est un produit accessible, que n'importe qui peut acheter, que vous vouliez ouvrir une salle de VR, vous soyez un hôpital, une bibliothèque, ou vous allez simplement l'avoir chez vous parce que vous avez de la place pour l'achalander, et pas mal d'argent. Et donc, c'est un produit où on vend, en fait, pour le dire un peu vulgairement, on est un intégrateur de bornes interactives, pour les gens qui viennent de ces milieux-là il y a quelques temps. Et avec, comme toute bonne borne interactive, on fournit de la maintenance, on fournit l'accès à une plateforme de contenu. Notre grand métier chez MK2, c'est le contenu, c'est la programmation, la curation de contenu, la clearance des droits et la commercialisation de ces droits. Donc on fait une sélection de contenus, on ne vous donne pas accès à l'ensemble des contenus. Si vous voulez tous les contenus qu'il y a sur Steam, pas de problème, mais c'est un petit peu informe. Donc nous, on va vous proposer une programmation entre 50 et une centaine de contenus, qui est remise à jour régulièrement, qui est dans beaucoup de genres différents, qui a une collaboration avec les grands studios de VR à l'international. Et ça permet, notre pari, c'est de donner la possibilité à des gens qui
ne veulent pas devenir des spécialistes de la VR, mais qui ont des flux, de pouvoir proposer des technologies interactives. Aujourd'hui, c'est de la VR, demain, ce sera des technologies immersives et interactives. Et pour alimenter tout ça, en parallèle, on a plugué à nos activités de distribution de films une structure de vente internationale de réalité virtuelle. On est en train de proposer un catalogue. On y reviendra peut-être sur toute la partie business. Merci Elisha. Et du coup, dernier intervenant, donc le fondateur de VR Room, Louis Cacciatolo. Merci. Bonjour. Donc, je vais vous présenter rapidement Vroom. Vroom est une plateforme média qui a été créée il y a 1 an et demi et qui est l'unique plateforme de curation d'informations sur tout ce qui concerne la réalité virtuelle augmentée et mixte et qui soit publiée en 3 langues, en chinois, en anglais et en français. Et qui nous a permis en 1 an et demi en fait d'avoir maintenant une audience qui atteint bientôt les 1 500 000 personnes par mois. L'idée derrière Vroom au départ, c'était, à l'époque je travaillais entre Hong Kong et San Francisco pour une société qui s'appelle THX et qui était donc très introduit dans le milieu du cinéma et étant très souvent à San Francisco et y étant à moitié basé, j'ai réalisé à l'époque que la VR était, enfin en pleine Silicon Valley, la VR était le sujet du jour. Il l'est toujours d'ailleurs, enfin, un des sujets. Et ça m'a vraiment donné envie, enfin c'est quelque chose qui me passionne, ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans cette aventure. Mais ce qui m'a frappé au tout début, c'était le manque de contenu. Et surtout, avant même le manque de contenu, le manque d'information. C'est-à-dire que tous les gens, tous ces gens là dans la salle, a priori savent ce que c'est que la VR, mais dès qu'on sort de cette salle, dès qu'on sort du forum des images tout à l'heure, vous rencontrez des gens dans la rue, vous leur demandez s'ils savent ce que c'est que la VR, et en fait, personne ne sait ce que c'est que la VR, encore aujourd'hui. Je dis personne et je crois que j'exagère pas. Franchement, c'est la première question que je pose quand les gens me demandent ce que je fais. Je leur dis, je travaille dans la VR, est-ce que vous savez ce que c'est que la VR? Et en fait, disons 90 fois sur 100, on me répond non. Donc c'est un peu à ça que Vroom s'est attelé au départ pour évangéliser la VR et pour faire en sorte de démocratiser aussi, de faire progresser cette industrie plus vite. C'est une de nos missions. Après, venant du milieu du cinéma, de la création, aussi du milieu du théâtre, parce que je possède un théâtre dans le sud de la France, qui nous sert d'ailleurs de temps en temps à faire des expériences et des expérimentations en VR. La diffusion, la distribution est quelque chose qui est au cœur de notre stratégie. Et pas plus tard qu'hier, nous avons lancé une application qui s'appelle aussi Vroom et qui propose à partir de maintenant des festivals en réalité virtuelle à dimension sociale, c'est-à-dire que vous téléchargez l'application, vous vous retrouvez sous forme d'avatar dans un espace virtuel qui vous permet de voir des programmes et des contenus en réalité virtuelle. Alors pour l'instant, ce ne sont pas des contenus interactifs, ce sont des contenus plutôt narratifs, de type film, VR, ça pourrait être aussi bien des concerts, etc. Puisque vous pouvez vous y retrouver à plusieurs, échanger avec vos amis sur la plateforme virtuelle sous forme d'avatar, rencontrer même des gens, assister à des conférences, ce qui sera la deuxième partie qui va être activée au mois de juin, assister à des conférences comme celle d'aujourd'hui dans un espace virtuel et même y rencontrer les intervenants, etc. Voilà, en gros, c'était un peu un tour de vue de ce qu'est Vroom, en sachant que en outre, nous sommes en train d'intégrer les salles d'arcade VR et de centres de cinéma VR dans le monde, en les référençant pour commencer, et ensuite en faisant une intégration pour pouvoir leur proposer des contenus qui sera supporté par la plateforme virtuelle Vroom et qui permettra d'avoir un réseau qui soit non seulement virtuel mais aussi physique avec ces location-based entertainment centers qui sont un peu répartis dans le monde entier mais qui sont complètement explosés. Il y a très peu de réseaux existants dans le monde actuellement, à part, oui, peut-être Surreal
en Chine, IMAX aux États-Unis, MK2 ou Virtual Room ou Diversion Cinéma ici en France, mais il y a très peu de gros réseaux qui ont une dimension internationale à l'heure actuelle et qui soient très organisés, alors qu'en fait il y a énormément d'acteurs de la VR qui sont indépendants et qui ont besoin qu'on les aide et qui ont besoin aussi de trouver des contenus et de trouver les moyens de très régulièrement mettre leur contenu à jour et proposer des expériences nouvelles à leur public. Donc c'est aussi dans cette optique que nous avons créé l'application Vroom. Merci beaucoup Louis. Donc pour terminer, moi je serai très bref. Au final, on a un petit peu le même travail avec Louis, mais au final que vous pourriez également avoir, qui est celui d'évangéliser les gens que vous connaissez autour. Moi j'ai fondé il y a 5 ans en fait le site s'appelle goglasses.fr, qui était un des premiers sites en France à s'intéresser à l'époque à les Google Glass, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, et ensuite à tout ce qui était réalité virtuelle, réalité augmentée et également réalité mixte. L'idée c'est d'essayer de comprendre quels vont être en fait ces différents usages, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire, à quoi ça va servir, est-ce que d'ailleurs vous allez avoir le même usage avec de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, et c'est un peu ce que en tant que site média on essaye de réfléchir en fait autour de ces différents usages. Alors on va passer à notre premier, après cette présentation, au final, à la question de l'avenir. La question de l'avenir, c'est celle de la construction d'un business. Comme je vous le disais, en fait, au début, il y a encore des interrogations sur la réalité virtuelle en tant que telle. Quel type de business on va voir, par où est-ce qu'il faut attaquer la réalité virtuelle si demain vous voulez lancer un business. Là, il y a 4 personnes en fait, qui ont trouvé des idées, des bonnes idées. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre et de leur demander en fait, chacun quel est le business model qu'ils ont choisi. Bon, on a déjà pu l'évoquer finalement un petit peu. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce business model-là, et en fait, est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver? Est-ce que vous avez pivoté, vous prévoyez de le faire? C'est un peu ces questions-là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce business model-là? Alors, par exemple, dans le cas du MK2, c'était un prolongement en fait de ce que faisait déjà le MK2. En tout cas, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est nous, on fait ce qu'on sait faire. Donc, on sait exploiter des salles, on sait vendre des contenus et on sait investir dans le design. Donc, on a décidé, surtout dans la VR, de ne pas traiter la VR comme un nouveau métier, mais d'intégrer la VR à nos métiers existants et à nos savoir-faire existants. La VR est un nouveau médium, c'est une nouvelle manière de faire des images, mais voilà, pour nous, tous les métiers qu'on fait, les savoir-faire qui sont liés à ces métiers, c'est des savoir-faire qu'on maîtrisait déjà. Ensuite, par contre, dans le développement de ce métier-là, notre gros pivot, c'est de penser qu'on avait une salle et une marque qui était suffisamment forte pour se franchiser dans le monde entier, de se rendre compte que ça allait clairement pas être le cas. Et du coup de partir d'un modèle finalement assez ancien qui est celui de la franchise, donc qui est la vente et la cession de mode opératoire avec une prise de revenus en pourcentage sur le chiffre d'affaires, qui est aussi un modèle qui fait ses preuves, hein, qui marche. Et nous, on est parti on a compris que les Américains, on n'allait pas leur prendre un pourcentage de leur chiffre d'affaires, mais ils nous l'ont fait comprendre vite, hein, et fort. Mais par contre, on s'est dit qu'il y avait un modèle dans le business aussi du cinéma par ailleurs, où on allait en fait mettre notre intelligence dans un produit et simplement commercialiser ce produit et vendre notre savoir-faire. On s'est concentré sur nos savoir-faire et on se concentre sur la vente de nos savoir-faire. C'est ça en tout cas le schéma principal. Ok. Jean-Louis, peut-être du coup, là il y a une vraie question en fait sur Virtual Room parce que ça a été créé from scratch, oui. Donc il fallait tout créer de A à Z. Oui. C'était pas évident d'un point de vue économique, ça demande des frais en fait déjà au départ. Vous étiez les premiers à vous lancer sur ce créneau-là en France. C'était du coup pas forcément prouvé que ça puisse fonctionner non plus. Il y avait un risque. Comment est-ce que vous avez finalement pesé le pour et le contre à cette époque? Alors en fait, nous on est parti from scratch, comme tu dis. C'était une aventure en 10 ans. Aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, dans la VR, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Il y a deux façons d'avoir du contenu. C'est soit on achète chez Steam ou chez Ubisoft
des contenus déjà existants dans la VR, c'est-à-dire on diffuse de ce qu'ils ont, et voilà. Et nous, on s'est dit, si on veut avoir une niche, c'est de créer notre propre contenu. Alors évidemment, on part de zéro, ça prend 1 an, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, quand on regarde bien dans le monde, et tu l'as très bien dit, il n'y a pas grand-chose. En fait, beaucoup de gens parlent de la VR. Quand je vois des pubs à la télé en ce moment pour la 308 Peugeot, où la nana ou le mec conduit avec des lunettes de VR, je me dis, ok, on essaye de communiquer sur la VR, mais il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Aujourd'hui, on est très peu à avoir créé de la contenu from scratch en disant... Nous, notre but, c'est pas de se battre avec Steam ou avec Ubisoft, évidemment, ni même avec MK2. Ils ont un savoir-faire qu'on n'aura jamais. Mais en ayant notre propre contenu, et par exemple en ayant ouvert à Los Angeles, même si les Américains ne nous attendent pas, on s'aperçoit qu'ils n'ont rien non plus. Ils ont IMAX, je l'ai fait à Los Angeles, ils ont d'autres contenus en Chine, il y a d'autres contenus, mais dans leur contenu VR, interactif, collaboratif, dans notre niche, on va dire, où vraiment les gens sont pas spectateurs et on n'est pas dans la narration mais plutôt dans l'action, le contenu est quasi à zéro. Il y a quelques intervenants aujourd'hui qui sont arrivés, tant mieux, parce que je me dis qu'il faut de la concurrence et surtout pour faire connaître ce produit-là, qui est une niche en fait de la VR collaborative, qui va déboucher sur d'autres choses. On a vraiment d'autres idées et d'autres axes de développement. Mais on s'aperçoit, notamment à Los Angeles, où on a certainement un de nos plus petits centres, puisqu'on n'a que 8 postes, sur Hollywood Boulevard, on a déjà 10 fois plus de contacts qu'en France. Parce que les Américains, ok, ils savent faire, mais quand ils voient un produit qui les intéresse, ils savent réagir et très vite. Donc on est certainement en signature de contrat de gros deals aux États-Unis, justement grâce à ce contenu. Et ce qui fait un petit peu, entre parenthèses, notre force, c'est notre production, à 100% française d'ailleurs, je tiens à signaler. C'est un atout aux États-Unis d'avoir une production française Visiblement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être rattrapé, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être dépassé. Bien évidemment, ils sont tous dessus, mais aujourd'hui, on a envie d'y croire. Tous nos centres ouverts gagnent de l'argent. Le modèle économique, nous, on n'investit pas dans le matériel, on a fait la technique. Contrairement à The Void, on a pris des caches HTC Vive. Le petit problème, c'est le fil aujourd'hui, ça va disparaître demain avec le casque sans fil. Ok, en mètres carrés, c'est vraiment très compliqué parce qu'on donne 9 mètres carrés par personne par joueur, parce qu'on veut éviter le motion sickness avec le problème de l'oreille interne et du cerveau. Donc on donne 9 mètres carrés par joueur, donc ce qui fait que quand on veut mettre 4 postes, là on est à Laval en ce moment, on a dit aux gens de Laval, on veut bien, mais si vous nous faites payer les prix des stands au prix du stand, on ne va pas pouvoir venir. Donc ils nous ont invités et on a pris 50 mètres carrés, ce qui est énorme à Laval, en étant invité parce qu'on a besoin d'espace évidemment pour diffuser. Donc là on est rue du Chemin Vert à Paris, on a 8 postes, mais évidemment le mètre carré coûte tellement cher que c'est un sujet en business, en économie, quoi. D'accord. Donc en fait aujourd'hui tu vois ça aussi un peu comme un frein finalement, c'est un projet immobilier. Au final, une salle, qu'elle soit immersive ou non, au final, c'est un projet immobilier. C'est à construire en fait. Alors, en fait, on part de l'escape game, nous, parce que moi j'ai une société d'escape game au départ, mais surtout le but de dire, c'est il faut un temps de remplissage qui est peut-être plus fort qu'ailleurs, quoi. Surtout quand on n'est pas connu. Si on ne veut pas monter le prix par personne, on fait payer le prix d'un escape game. C'est 25 € en heure creuse, 30 € en heure pleine pour une prestation d'1 heure. Le truc, c'est qu'il faut remplir. Il faut que notre taux de remplissage, il augmente. Et pour augmenter, il n'augmentera que s'il y a des concurrents qui arrivent. C'est le cas aujourd'hui, avec 2 concurrents qui ont ouvert tout récemment, plutôt de qualité, et ça nous va bien, parce que le marché de l'escape game a démarré comme ça en 2013, avec très peu d'acteurs, et tout d'un coup, sauf que le barrière d'entrée par rapport à l'escape game, il est plus technologique. Contrairement à l'escape game, si demain quelqu'un est très bricoleur, on pouvait monter une salle de 30 mètres carrés avec des trucs très astucieux en technologie assez facile à faire. Aujourd'hui, la réalité virtuelle en programmation, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc le marché va moins s'étendre, moins rapidement, je pense. Mais néanmoins, les gens viennent et ça marche. Ceci dit, pour comparer avec un escape game classique, l'escape game, normalement, il faut ranger en fait à la fin. Là, le rangement, c'est appuyer sur
en fait reset pour relancer l'expérience. Donc concrètement, on pourrait faire passer quasiment 1,5 fois plus de personnes en fait qu'en escape game classique. Donc en termes de rentabilité, on peut imaginer que sur le moyen terme, ça puisse rattraper assez facilement l'escape game classique. Alors, en fait, tout vient du contenu une fois de plus, parce que tu as raison, un escape game est beaucoup plus cher à mettre en place, parce qu'il y a des décors, on vient du théâtre, j'ai envie de dire. Et là, on est plutôt dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on est côté film. Mais ce qui coûte cher dans la réalité virtuelle, c'est pas la mise en place de la structure par elle-même, c'est éventuellement le loyer. Le personnel est moindre et il y a un taux de rotation qui est plus fort. Mais ce qui coûte cher, c'est le contenu. C'est-à-dire que lorsqu'on vend des licences, nous, effectivement, on essaie de vendre des licences pour développer d'autres aventures. C'est le truc, voilà. Donc oui, c'est moins cher à installer, c'est moins cher à l'opérationnel. C'est presque plus cher au mètre carré parce que tu as besoin de plus d'espace pour moins de joueurs. Tu as un taux de rotation qui est plus fort. Tu as une connaissance du marché qui est plus faible. Donc les taux de remplissage, même si on est très content aujourd'hui, on a un taux de remplissage qui est aux alentours de 40% pour notre première année d'exploitation. Ce qui coûte cher, c'est l'arrivée du contenu dans les lieux, quoi. Merci. Camille, peut-être parler un peu de ton business model. Tu disais quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure. Tu disais on a commencé au final dans la cave d'un restaurant. Il y avait 8 chaises, 8 gears. Et aujourd'hui, tu as la tête de beaucoup plus de gears, d'une salle qui est beaucoup plus grande. Donc j'imagine qu'au début c'était un peu compliqué au final de voir ce qui allait fonctionner. Le gear a pas mal évolué. D'ailleurs, il y a eu une autre version du gear. Tu parles de quelque chose qui est intéressant. Vous avez développé finalement en interne quelque chose qui vous permet de contrôler tous les gears d'un coup. Parce que ça, c'est pas évident en fait quand on maintient une salle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as voulu faire en fait au départ tout de suite? Est-ce que c'est une solution d'ailleurs qu'ensuite tu vends à d'autres personnes? Parce que en fait, c'est une solution qui est... Pour le connaître et même avoir des retours clients, au final, c'est des solutions qui sont demandées. Comment est-ce que tu te places d'un point de vue business en fait dessus? Ouais. Donc effectivement, nous on a commencé from scratch et désargenté. Donc ça c'était quand même la principale donnée de départ. Et en plus, on était déprimés à ce moment-là, donc c'était vraiment mal engagé. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Donc là, on est en décembre 2015 à ce moment-là. Bon, il se trouve qu'avec mes anciens associés, on s'était depuis 1 an et demi, on se battait pour un projet de VOD, dont je vais vous passer les détails parce que ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc, raison pour laquelle, en décembre 2015, on est déprimés, désargentés. Il se trouve que on se dit, il faut qu'on sorte du bureau pour trouver un autre projet en fait, parce que là, on va pas y arriver avec notre histoire de VOD, donc il faut qu'on aille parler avec des gens et puis qu'on soit inspiré par ce qui se passe dans le monde, quoi. Et à l'occasion de nos déjeuners, donc on dépensait les derniers sous qu'il y avait sur le compte en banque de la boîte, on déjeune avec un ami d'amis d'un de mes anciens associés, donc Brice Roqueton, et cet ami c'est Antoine Quérol. Et Antoine Quérol nous dit écoute, moi là je suis en train de faire un truc, je produis un film en VR, donc on avait une vague idée de ce que c'était mais sans vraiment savoir, quoi. Et là-dessus, il nous dit écoutez, venez au bureau et puis je vais vous mettre dans un masque, quoi. Et donc, on se met dans un masque. Il nous montre un film d'horreur atroce. Et là, on se dit mais c'est génial ce truc, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Venant de la distribution, voilà, ça nous a paru limpide. On va distribuer des films VR. Ok, très bien. Donc, en bonne industrie cinématographique, ça va être très très simple. Hein. On va acheter des films et puis on va les vendre à des exploitants, quoi, comme dans le cinéma traditionnel. Ok, où sont les exploitants? Il n'y a pas d'exploitants. On va devenir exploitant. Donc, ça a été ça le premier move. Donc là, on a vraiment réuni les fonds de tiroir et tout ça, et on a réussi, bon an, mal an, à s'acheter 8 masques, ce qui était quand même pour nous vraiment le dernier espoir. Et donc, on lance ce cinéma dans la cave d'un restaurant d'un ami d'amis. Hein, tout ça, heureusement, on a de bons amis. Et à coup de post Facebook, quoi, grosso modo, on finit par vendre nos tickets. Et donc, cette aventure-là, dans cette cave, elle a duré, qui était d'ailleurs très sympathique, hein, cette cave. Elle a duré
2 mois et demi, et on a réussi à jouer à guichet fermé, comme on disait, parce qu'on était plein tout le temps. Enfin, on n'avait pas des milliers de séances non plus, hein, c'était le mercredi et le jeudi, on avait 4 séances à chaque fois. Donc pour 8 personnes, vous voyez, ça ne va pas chercher très loin, mais enfin, on était quand même content de voir qu'on arrivait à vendre des tickets et que les gens étaient contents, malgré en plus le fait que c'était vraiment hyper tâtonnant, parce qu'on était donc à la belle époque du je démarre le film, attendez, je vous le passe, allez, mettez-le vite, voilà, bon, ça s'est mis en pause, redonnez-les-moi. Bon, c'était vraiment chaotique, on ne peut plus chaotique. Heureusement pour nous, à cette époque-là, quand même, peu de gens avaient eu des masques entre les mains, et donc tout le monde était quand même très sympathique avec nous et trouvait ça finalement assez normal que rien ne fonctionne vraiment, quoi, grosso modo. Nous, en revanche, on trouvait quand même pas ça super normal. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, on avait quand même besoin d'être 3 très très alertes, parce qu'il fallait courir d'un spectateur à l'autre pour faire fonctionner, bon an mal an, la fameuse séance qu'on voulait mettre en route, quoi. Donc là-dessus, on s'est dit, bon, ça ne va pas fonctionner comme ça. On arrive à vendre des tickets, certes, mais si on veut rendre la chose un peu pérenne, il faut qu'on soit moins de 3, il faut qu'on ait plus de masques, et il faut qu'on se trouve un espace un peu au-dessus du niveau du sol, quoi. Ce serait vraiment chouette. Donc là-dessus, en interne, donc, on crée un logiciel qui nous permet effectivement de contrôler les masques à distance. Donc c'était hyper super basique. Et puis en plus, ça a amené plein d'autres problèmes parce que du coup, les téléphones étaient connectés en Wi-Fi. Enfin bref. Et donc tout ça chauffait un petit peu. Toujours grâce à un ami d'amis, on se dégote une galerie rue de Turenne qui était inoccupée, donc de mai à juillet. Et là, on peut y mettre carrément 15 fauteuils, quoi. Et surtout, on a l'espace pour nous. L'idée étant de savoir si les gens viendraient pour nous, enfin pour nous, pour la VR uniquement. Donc on ouvre cet espace mi-mai 2016 toujours, du mercredi au dimanche, donc beaucoup plus de séances, beaucoup plus de fauteuils, et avec notre logiciel qui nous permet finalement, avec 15 personnes à cette époque-là, donc 15 spectateurs, de n'être que 2, ce qui reste énorme, hein, mais de n'être que 2, et en plus de ça, d'avoir des séances qui démarrent en même temps. Parce que l'autre problème, c'était que finalement, quand on était dans notre cave, il y en a qui démarrent la séance au moment où elle était censée se finir, quoi. Donc c'était un peu complexe. Et donc, d'un point de vue économique, effectivement, le fait de pouvoir réduire le staff et de pouvoir accueillir plus de personnes permettait de faire à peu de choses près rouler les choses. Je dis à peu de choses près parce qu'on a gagné un petit peu d'argent avec cette opération rue de Turenne. Mais enfin, on ne payait pas de loyer. Donc évidemment, ça aide. Suite à ça, bon, il s'est passé plusieurs choses, notamment je me suis séparée donc de mes associés, enfin nous nous sommes séparés, et donc c'est là qu'en août 2016 que Diversion naît, parce que je reprends tout le projet de diffusion tel qu'il avait été pensé à l'époque. Diversion naît, et il s'agit du coup pour moi d'aller trouver d'autres partenaires qui seraient assez sympathiques pour héberger un cinéma de réalité virtuelle. Et ça a été le Forum des images depuis cette date-là, qui donc à nouveau nous met à disposition l'espace. Enfin, on a tout un partenariat avec le Forum des images, mais toujours est-il que pour le modèle économique, à nouveau, on ne paye pas de loyer. Et pourtant, malgré tout, c'est pour ça que je suis très curieuse d'avoir un petit peu vos chiffres, malgré tout, aujourd'hui, on a donc le samedi après-midi 6 séances, on a une personne de chez nous qui s'en occupe, une seule personne pour 15 spectateurs, et malgré tout, si tout se passe extrêmement bien, sur la journée, on va réussir à se faire grosso modo de bénéfices entre 120 et 150 euros. Donc on ne parle pas, je veux dire, il faut quand même avoir bien conscience de ça, on ne fait pas d'efforts. Bon, on arrive à ne plus perdre d'argent, ce qui était quand même déjà le but initialement. Là, on arrive à être dans le positif, mais enfin, c'est quand même pas monts et merveilles, quoi. Donc pour revenir au modèle économique, Diversion Cinéma, c'est 2 choses. C'est effectivement du B2C, comme je viens de vous le dire, c'est pas avec ça qu'on devient riche, et c'est du B2B. Donc il y a effectivement un équilibre, enfin c'est d'ailleurs complètement déséquilibré, puisque le B2B représente grosso modo 97% de notre chiffre d'affaires, et disons 80% de notre temps. Le B2C, 3% de notre chiffre d'affaires et 20% de notre temps. Donc il y a un gros déséquilibre. Cependant, le B2C, c'est quelque chose qu'on veut pousser, mais on se rend compte que le modèle de VR cinéma tel qu'on l'a pensé jusqu'à aujourd'hui n'est pas forcément le bon.
et qu'il faut réussir à faire en sorte qu'un maximum de lieux qui ne sont pas des lieux VR puissent proposer de la réalité virtuelle à leur zone de chalandise, ou en tout cas à leurs visiteurs, et en leur proposant surtout et aussi une expérience de réalité virtuelle qui est cohérente avec le lieu dans lequel on se trouve. Évidemment, là, je pense aux musées, aux médiathèques, à tous ces lieux de diffusion qui sont à nouveau, enfin ces lieux de visite, qui sont à nouveau pas des lieux spécialisés VR. Et à cette fin, il faut qu'on crée, et c'est ce qu'on a fait, une borne qui soit le plus low-tech possible, qui soit du plug and play, qui puisse être autonome, qui puisse être déployé et brandable n'importe où et rapidement. Voilà, mais donc on sort un petit peu du modèle cinéma tel qu'on l'a créé en janvier 2016 et tel qu'il existe aujourd'hui au Forum des images. Et c'est dommage, pardon, juste pour conclure, et c'est dommage parce que nous, on adore ce modèle, on le trouve très chouette, mais si on n'arrive pas à trouver des partenaires tels que le Forum des images, par exemple, qui nous hébergent et qui nous aident en communication, qui nous soutiennent de ce point de vue-là, c'est très compliqué pour nous d'aller, de créer un espace tel qu'il avait été, qu'il avait lieu rue de Turenne, si on avait dû payer un loyer. Merci Camille. Je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment la réalité. C'était bien de le souligner parce que c'est aussi dur pour pas mal de personnes qui sont encore dans la VR. Et pour être un observateur depuis plusieurs années, je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui puissent encore s'accrocher parce qu'on y croit tous beaucoup et c'est super de pouvoir... Vas-y. Ouais, pardon, j'ai juste un dernier truc. Parce qu'on parlait du Samsung Gear, là, tu t'évoquais le fait qu'on ait commencé à travailler avec des Samsung Gear, et c'est vrai, on le fait beaucoup. Et alors, c'est très amusant, anecdote. Bon, comme on est en France, évidemment, à chaque fois qu'on se lance dans un projet entrepreneurial, il y a toujours beaucoup de gens qui sont là pour vous dire « Ouh là là, quelle catastrophe, dans 2 mois, t'es planté ». Donc, régulièrement, donc grosso modo, tous les 2 mois, on me dit ça. Et donc, à partir de janvier 2016, quand on parlait des Samsung Gear, nous-mêmes, on a fini par le croire, finalement, qu'avec ces Samsung Gear, on avait peut-être 6 mois de vie devant nous, avec nos 8 Samsung Gear qu'on avait achetés avec nos derniers deniers, quoi. Donc ça nous faisait déjà pleurer, sachant que dans 6 mois, on allait les mettre à la casse. Bon, finalement, ça fait 2 ans qu'on est avec le Samsung Gear. Alors évidemment, il a évolué, etc. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que là, il y a malgré tout Oculus, quoi, qui va nous sortir un Samsung Gear, en réalité, avec son Oculus Go. Et tout le monde est, ah voilà, l'Oculus Go. Mais oui, en réalité, finalement, d'avoir voulu être peut-être trop vite, trop tech, a un peu effrayé et surtout a problématisé beaucoup cette histoire de modèle économique. Donc on attend l'Oculus Go et on se dit qu'avec ce device, plus de salles ouvriront, les modèles économiques seront plus simples à faire fonctionner et que donc on a probablement un très joli avenir devant nous. Voilà. Super. Et pour terminer, Louis, toi... sur le business model, t'en parlais tout à l'heure, au final il est double au final sur les salles, un business model qui est sur le référencement des salles, tu parlais avec Verroom, et un autre business model au final plus particulier, assez différent des autres, qui est une salle virtuelle en fait via l'application. C'est quoi les axes de monétisation en fait dessus qui sont envisagés, pourquoi va choisir ça plutôt que effectivement ouvrir une salle en physique ou autre? Alors ouvrir une salle en physique, c'est quelque chose que j'ai tenté de faire au tout début de Vroom. D'une part parce que je trouve que je suis tout à fait Camille sur cette... Dans cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est beau d'avoir une salle, c'est beau de s'occuper des gens, de leur faire vivre des aventures, des histoires, et de voir qu'ils sont contents quand ils quittent la salle parce qu'ils ont vu une belle histoire ou qu'ils ont eu une expérience magnifique. Mais concrètement, j'étais un peu dans le même cas que Camille aussi, sans vraiment d'argent, donc concrètement, c'est extrêmement lourd à réaliser. Donc forcément, il faut trouver des alternatives, ce qu'a fait Camille avec ses solutions B2B, et ce que nous faisons aussi avec d'autres solutions, dont je vais parler en particulier maintenant. Donc ces solutions-là, on se heurte à beaucoup de problèmes en VR. On n'a pas de contenu, ou pas de contenu qui se renouvelle suffisamment régulièrement. On a des problèmes de logistique. Moi, je suis particulièrement convaincu que
au départ, l'idéal de Vroom, c'est de devenir une sorte de Netflix de la VR, mais bon, on n'y est pas du tout. On y est d'autant moins que, en fait, les gens qui ont un casque VR se comptent sur les doigts d'une main, si on peut schématiser. Donc, le B2C, le modèle B2C direct pour une plateforme virtuelle en VOD n'est pas du tout acquis. Il va falloir attendre au moins 5 ans, dans le meilleur des cas. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? En sachant que je mise toujours sur ce modèle de plateforme virtuelle. En attendant, il faut bien passer par les location-based. Et c'est là l'élément B2B de Vroom, où avec la création de cette application et le montage de ce réseau qui s'appelle Speeder et qui compte maintenant à peu près 830 salles dans le monde, qu'on a référencé, avec qui qu'on n'a pas encore activé, mais qui savent ce qu'on veut faire, et qui d'ici la fin de l'année, je pense, 1 millier de salles, c'est leur proposer du contenu qu'ils puissent proposer chez eux. Et donc, quand on n'a pas de contenu, quand on n'a pas les droits du contenu, quand on n'a pas de salle soi-même, etc., qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est là d'où est venue l'idée de l'application de festival virtuel. L'avantage d'un festival, c'est donc mettre au festival à disposition une application qui permet en fait au festival de d'étendre leur influence, parce que les festivals, au bout d'un moment, c'est comme un peu ici à New Images. Le jour où cette salle sera remplie, où toutes les salles seront remplies, le festival, il faut qu'il se délocalise, ou il faut qu'il s'agrandisse, il faut casser les murs, enfin il faut trouver des solutions. La plateforme virtuelle est une solution pour agrandir, pour permettre au festival de toucher un plus grand public dans le monde entier au moment du festival avec les contenus qu'il veut proposer. Donc les festivals, a priori, sont des clients potentiels. La preuve, puisqu'on a ce partenariat avec New Images et on est en train de discuter avec plusieurs autres festivals dans le monde. Et je ne parle pas que de festivals, mais d'événements culturels en général, que ce soit, au sens très large, que ce soit des événements sportifs, des concerts, des fashion shows, tout ce qu'on veut. Il y a cette demande de ces événements qui sont limités physiquement et qui ont besoin de s'agrandir et de toucher un plus large public. Donc cette plateforme virtuelle apporte un début de réponse à la problématique qu'ils ont. Ça, c'est une première chose. En sachant que malgré une audience que Vroom a pu construire et une communauté qu'on a déjà construite de gens qui sont quand même particulièrement intéressés par la VR et qui a priori sont possesseurs de matériel VR, c'est pas tous les gens qui vont télécharger cette application, qui vont la garder, qui vont y aller, etc. Parce qu'il faut aussi savoir que les gens qui utilisent un casque VR, ils ne l'utilisent pas tous les jours. Et la plupart du temps, ils l'achètent, ils l'utilisent un peu, et après, il est mis au placard. Et c'est ça la réalité. Donc en fait, le vrai potentiel de la VR est en LBI, dans les location-based. Donc il faut accéder à ces LBI, d'où le réseau Speeder, qui va pouvoir proposer justement le contenu de ces festivals à ces salles. C'est-à-dire qu'on pourra proposer également aux salles, quand on a un festival, par exemple, je dis n'importe quoi, Cannes, Sundance, etc., si ces festivals sont disponibles sur la plateforme Vroom, ils pourront être également disponibles dans les plateformes LBI, qui peuvent régler du coup beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que les problèmes que les consommateurs ont, parce que soit ils n'ont pas de casque pour aller justement se brancher sur ces festivals, soit ils n'ont pas peut-être la bonne connexion. Là par exemple tout à l'heure, notre application qu'on vient de lancer hier et qui marchait très bien quand il y avait moins de monde, maintenant qu'il y a du monde, la connexion est perdue et donc elle ne marche plus. Donc c'est quand même dans des lieux qui sont spécialisés, qui sont équipés techniquement, qui vont pouvoir faire en sorte que ces solutions peuvent marcher, des solutions technologiques, et qui peuvent aussi multiplier le nombre de gens qui vont pouvoir accéder à ces contenus. Le festival aussi, c'est la solution par rapport à ces problèmes de droit de contenu. L'application marche en streaming, donc il n'y a pas de problème de piratage, ce qui permet aussi, et les droits ont déjà été négociés par les festivals, et ça permet aussi, puisque tous les festivals en fait essayent d'avoir des contenus qui sont extrêmement variés, ça permet aussi de renouveler ces expériences très, très rapidement. Donc pour l'instant, notre business model, c'est B2B2C.
Merci. Je vais passer directement à la deuxième partie, puisque je pense qu'en termes de temps, en fait, du coup, on avance pas mal. Et puis, si vous avez des questions ensuite, pour pouvoir les poser. Une question, en fait, qui était plus sur, finalement, qu'est-ce qu'on y met comme contenu. Alors moi je les ai appelés les ILBE pour Immersive Location Based Entertainment, puisque en fait quand vous allez à Disneyland c'est déjà un LBE, et là c'était l'idée de se dire que immersive ça correspondait probablement peut-être plus à ce qu'on voulait faire. Ce que je vois par exemple si vous regardez c'est Lara Croft en fait, le film qui est sorti il y a pas longtemps. Ce qu'ils ont fait, c'est que forcément c'est un blockbuster qui sort dans plusieurs salles, etc. Mais si vous avez regardé également sur l'Oculus Store, qui est la plateforme donc, pour Oculus, vous avez une expérience qui accompagne le film. La question que je voulais poser au final à mes invités, c'était de savoir comment ils se positionnaient sur cette continuité. Est-ce que l'idée c'était de voir en fait finalement une salle où on pouvait déjà accéder à des contenus existants sur le store ou sur le Viveport, ce qui du coup c'est un avis qui peut être débattu et peut-être court voire moyen termiste, puisque à partir du moment où vous considérez que des personnes vont être équipées de casques de réalité virtuelle, quel est l'intérêt de venir dans une salle qui va déjà proposer du contenu que vous pouvez déjà avoir chez vous? Donc ça c'est une première question. Où est-ce qu'il faut voir cette salle? Et notamment dans le cas du MK2, il y a déjà des cinémas, de voir une salle en fait immersive pour avoir une continuité cinématographique, une continuité dans l'expérience. Vous allez voir le film en 2D et puis vous pouvez également vivre l'expérience en réalité virtuelle. Je voulais savoir un peu en termes de contenu ce que vous envisagiez et justement de savoir si c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est peut-être des contenus auxquels que j'ai pas encore cité. Elisha? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous donner quelques grands principes qui régissent la manière dont on pense notre activité, dont surtout on pense l'avenir de notre activité. D'abord, il n'y a pas de... Là, pour nous, la VR n'est absolument pas la continuité du cinéma. Le cinéma, c'est le cinéma, la VR, c'est autre chose. Et la meilleure manière de voir un film, c'est d'aller au cinéma. Et on va dans une salle de cinéma pour des raisons différentes de celles pour lesquelles on va dans une salle de VR. Ce que je peux vous dire, en tout cas, dans la salle de VR qui, chez nous, est logée dans une salle de cinéma, c'est que les gens font pas les deux. Et quand ils viennent pour faire de la VR, ils viennent pour faire que ça. Souvent, c'est un public différent. Et il est rare qu'ils combinent les deux. Il y a évidemment un public qui combine les deux, mais c'est pas ça. Et on l'a pas du tout fait dans cette vision-là. Ensuite, la question pour nous, dans les domaines entre le jeu, les contenus immersifs, les contenus interactifs, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. D'une certaine manière, c'est pareil, la tech, en réalité, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu, c'est ce que les auteurs ont à dire, c'est la vision qu'ils ont du monde, la vision qu'ils ont de la manière dont ils créent et comment, en créant, ils arrivent à faire évoluer la manière de créer dans les contenus immersifs et en quoi ça apporte quelque chose. Donc, nous, on a cette grille-là de lecture, on a la même dans le cinéma, on a la même sur tout. Elle est affichée en gros sur notre site internet pro. C'est la même chose depuis 45 ans. Donc là-dessus, c'est comme je vous dis, on essaie surtout de pas réinventer les choses. Et surtout, on n'essaie pas de faire du neuf non plus avec du vieux. On a juste une continuité de réflexion. La question que tu soulèves, et ça peut être un enjeu de la VR, et ça a été l'enjeu de la VR depuis sa création. Est-ce que c'est un business out of home ou est-ce que c'est un business at home? C'est un at home entertainment. Bon. Le jour où la VR s'est créée, la VR elle se crée, elle se finance parce qu'il y a des investisseurs, il y a des VC, notamment aux États-Unis et en Chine, qui injectent beaucoup d'argent. Il y a des grandes sociétés qui injectent beaucoup d'argent. Les premières injections d'argent dans ce business se sont faites avec l'idée que cette technologie allait être une technologie qui allait massivement se répandre en at-home entertainment et que les casques et la propagation des casques allait être extrêmement rapide. Il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas comme ça et qui ont quand même injecté beaucoup d'argent. Et la réalité, c'est que les chiffres, ils sont bons parce que quand vous vous mettez à la place de PlayStation et que vous écoulez 1 million de PlayStation VR en un an, c'est super, sauf que 1 million de PlayStation dans une boîte comme PlayStation, c'est rien, c'est microscopique. Mais les gens qui s'en occupent et par rapport aux provisions qu'ils ont, tout ça est satisfaisant, donc tout va bien.
Après, c'est vrai qu'il y a part de l'ensemble de l'industrie et même des gens qui sont là, l'idée de se dire que tout d'un coup, en 2 ans, on va avoir un business qui est énorme, et que tout d'un coup, ça va remplacer tout ce qui existe déjà, que c'est la ruée vers l'or et qu'il y a tout d'un coup plein d'argent qui tombe des arbres à se partager. Ce qui est vrai, c'est que ça se passe pas comme ça. Faut bosser, c'est un milieu compétitif, qu'il a l'avantage d'être aujourd'hui petit, communautaire, que les gens quand même se serrent les coudes, s'entraident, mais voilà, évidemment c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Et puis évidemment il y a un business dans le out of home. Après pour prendre une analogie là-dessus, vous savez aujourd'hui tous les films que les gens voient dans les salles de cinéma, la réalité c'est qu'ils peuvent les pirater, la réalité c'est qu'ils peuvent les avoir chez eux à 3, 4 mois, 6 mois en fonction des différentes chronologies des médias, bon fine, que souvent ça leur coûte moins cher de les avoir chez eux que de les avoir au cinéma, mais que les gens continuent à aller au cinéma. Et qu'aujourd'hui on vit dans un marché en France dans lequel il y a 230 millions de personnes, plus de 210 millions de personnes qui vont dans les cinémas chaque année. Que certes vous avez aussi des effets où il y a une croissance par exemple du marché mondial du cinéma qui se tarit, qu'on peut avoir des signes qui sont extrêmement inquiétants aux États-Unis, mais à un moment est-ce qu'on analyse ça en se disant juste est-ce que c'est parce que les gens ont plus envie de sortir de chez eux parce qu'ils ont Netflix? C'est vrai que Netflix est un gros challenger et que l'analogie là-dedans, on en a beaucoup parlé d'ailleurs il y a 2 semaines, est un sujet qui est extrêmement intéressant. Et pour nous, en tout cas, c'est ça notre vision, c'est que ce qui va donner aux gens envie d'aller dans une salle de VR, c'est l'ensemble de l'expérience, pas juste le contenu, c'est le bon lieu, au bon endroit, avec la bonne expérience de la bonne L'expérience image. sociale, en fait. Aussi. Oui, c'est tout. Évidemment, c'est une expérience sociale, mais tout est une expérience sociale. Vous savez, être ici, c'est une expérience sociale. Il y a 2 choses, en tout cas pour nous, qui sont des aberrations. C'est d'abord, tout est une expérience dans la vie. C'est l'expérience, c'est le temps et l'espace, et tout le monde vit dans une expérience qui est portée par le temps et l'espace. Et vous savez quoi? Le principe de la VR, c'est vous sortir de cette expérience-là. Vous enlever de la problématique du temps et de l'espace. Donc c'est génial parce que ça vous fait vivre une expérience qui est autre que celle que vous pouvez vivre ici, et votre cerveau va y croire. Ça, c'est la magie de la VR. Mais la VR, c'est de la magie, c'est des artifices magiques, de la même manière que le cinéma, à ses origines, était des artifices magiques. Voir une image animée et voir quelqu'un sur un écran qui tout d'un coup allait disparaître pour être télétransporté ailleurs, pour les gens c'était magique. Donc on en est à cette étape-là, c'est vraiment embryonnaire. Et ensuite l'expérience, elle est évidemment sociale parce que les gens sortent de chez eux pour voir des gens qui leur ressemblent et partager quelque chose avec eux. Et ça, vous savez, ça peut prendre n'importe quelle forme. Il n'y a pas de forme prédéfinie. Le business de l'entertainment et de la sortie va être totalement bouleversé, révolutionné dans les années qui viennent. Je n'ai absolument aucune idée de comment, quoi, etc. J'ai des intuitions, on s'intéresse à des choses, on fait de la recherche, on regarde, on voyage beaucoup. Mais qu'est-ce qui va faire que aujourd'hui quelqu'un qui est né en 2005 va avoir envie de sortir de chez lui le jour où il aura 20 ans et claquer 20 balles, et le jour où il aura, ou claquer 10 balles, et le jour où il aura 30 ans et en claquer un peu plus, et le jour où il en aura 50 et amener ses enfants, je sais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le loisir d'imaginer ce que ça peut être. Ce que je pense, c'est que les techno immersives vont être une grande part de ce qui va continuer à faire sortir les gens de chez eux. Après, il y a des manières, il va y en avoir 1000, on n'est pas futurologue ni futuriste, c'est un super métier, mais c'est pas un métier qu'on pratique. Merci. Jean-Louis, du coup, sur Virtual Room, il y a une expérience que vous avez fait qui est unique. Vous n'utilisez pas des contenus en fait qu'il y avait sur le store. Vous auriez pu, dans un premier temps, commencer avec ça pour ramasser un peu plus de sous, pour financer ensuite l'expérience. Du coup, pourquoi en fait, parce qu'il n'y en avait pas. En fait, l'idée du contenu qui existe déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a du contenu qui existe, qui est du contenu principalement avec des jeux solo ou des jeux collaboratifs, mais dans le sens communautaire, c'est-à-dire qu'on tire sur une cible, on fait des choses ensemble, genre The Void, mais l'expérience virtuelle collaborative où on échange des objets ensemble et on travaille ensemble sur la construction d'un objet ou la fabrication de choses, ça n'existait pas. Donc on ne pouvait pas l'acheter. Donc de fait, on l'a produit de scratch. Après, jeux VR ou cinéma ou dérivés sur le cinéma, ce que disait Elisha est très juste, c'est-à-dire qu'on ne sait rien. Enfin, nous, on tâte, on voit la réaction de nos gens. Ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que les gens, quand ils viennent quand ils sortent de chez eux, que ce soit pour aller au cinéma, que ce soit aller pour les images VR dans d'autres salles de cinéma ou sur des festivals, ils sont bluffés. Pourquoi ils sont bluffés? Parce qu'ils n'ont pas
d'antériorité. Ils n'ont jamais vu ça. Le monde de la VR, tu le disais justement, Louis, aujourd'hui, qui a porté un casque VR quand on va sortir de cette salle? On peut dire personne. Le monde, nous, quand on cherche à acheter des casques, on appelle la FNAC, ils en ont 3 disponibles, et basta, il faut aller en Taïwan pour les acheter. Donc, le monde du jeu va être un moyen de communication pour nous. On a privilégié le fait de dire, si on développe un produit où les gens peuvent le jouer chez eux, on va se faire, ça va être le problème du vidéoclub, c'est-à-dire que les gens, ils vont acheter, mais en même temps, le cinéma se porte très bien. Donc on s'est dit, nous, on préfère une expérience où les gens se disent, comme l'escape game, ils viennent faire une activité ensemble. C'est une sortie, c'est un monde de sortie. Ça, c'était notre première approche. On ne dit pas qu'on est en train de le gagner parce que c'est de la bataille tous les jours. On essaie d'ouvrir des nouveaux lieux, mais bon, voilà. Ce que l'on disait tout à l'heure, financièrement, ça devient compliqué. Donc, il faut faire des levées de fonds. Mais pour ça, il faut se montrer. Donc, on va à Laval, on sera à Los Angeles le 4 mai ou le 5 mai pour le salon VR de Los Angeles. Il faut lever des fonds. Et après, il y a un deuxième dérivé qui peut exister, c'est qu'on a déjà été contacté, et notamment aux États-Unis, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure avec Isha, de dire les Américains sont très réactifs. On a un gros blockbuster qui va sortir l'année prochaine. Les gens nous ont approchés pour avoir un devis, si on ne peut pas leur faire un truc interactif qui ferait le pré-lancement du film. C'est-à-dire qu'il y aura des utilisations de la VR qui seront de l'accompagnement peut-être cinématographique. Peut-être que le modèle du cinéma va se réduire. On a des films aujourd'hui en moyenne à 1h30, 1h45. C'est long. Peut-être qu'il y aura du cinéma qui durera 50 minutes, où les gens auront une interactivité plus forte qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Typiquement, ce que tu fais toi avec des lunettes, les gens aujourd'hui participent à des salles de cinéma. Je ne pense pas que les films durent 1h30, ils durent beaucoup moins de temps que ça. Peut-être que le cinéma des grands médias ou des grands producteurs de films va peut-être aussi s'orienter vers ça. C'est-à-dire que, Lisha parlerait beaucoup mieux que moi du cinéma, c'est pas mon métier, mais on a une sensation, on a des feelings aussi, nous, de sentir que peut-être qu'on va réduire la séance de cinéma à des choses aux alentours de 40-50 minutes, mais où les spectateurs ne seront plus que des spectateurs à uniquement vivre une histoire, mais peut-être essayer de leur faire rentrer dans l'histoire avec l'interaction. Alors on a eu ça dans le Futuroscope, on a dans les salles, dans les parcs d'attractions, mais je pense qu'on peut le régir au-delà de 3 minutes, et peut-être c'est aussi une forme de cinéma de demain. Nous aujourd'hui, c'est pas notre métier, on a des approches à ce niveau-là, puisqu'on a fait de l'interactivité et des expériences collaboratives, donc aussi on réfléchit à ça, et les pistes sont clairement outre-Atlantique aujourd'hui. Donc, ouais. Outre-Atlantique, pas en France, c'est pas... Malheureusement, en France, tant que tu n'as pas prouvé 200% que tu peux réussir, tout le monde commence par dire tu vas te planter de toute façon. Cherche pas, arrête, tu vas te planter. C'est ce qu'on a eu aussi. Nous, on a 2 ans d'ouverture. Aujourd'hui, malgré tout, on a sorti une aventure que certains ici ont déjà fait, je crois. Et la deuxième sort à la fin du mois. Notre premier film... Louis l'a déjà fait aussi, je me souviens bien, rue de Turenne, dans notre cave aussi, on avait une cave aussi. Ah, vous étiez ensemble. C'était de dire, voilà, nous on a un premier film qui dure 40-45 minutes pour les gens qui n'ont jamais fait de VR. Pourquoi ? Le but c'est d'évangéliser les gens, de démocratiser le produit. Donc c'est vrai que c'était pour les gamers purs et durs, qui n'ont jamais fait de VR non plus, mais qui existent, de dire oui, mais c'est les mêmes codes que le gaming, c'est-à-dire on a un ghost, une petite lumière bleue qui clignote quand il faut mettre un objet là. Le deuxième film, on fait des tests, on en est à plus de 300 tests avec des gros gamers qu'on avait repérés sur notre première année d'expérience. Ils n'arrivent pas à finir le jeu là. Donc on est trop dur. Donc maintenant, nous, notre objectif, c'est grand public. Notre créneau, c'est 12 ans, 80 ans, et c'est familial. Aujourd'hui, tout le monde peut réussir la mission 1. La mission 2, aujourd'hui, pour faire plaisir à un créneau de gens plus gamers, on a essayé de la corser. On est obligé de faire un petit peu retour en arrière parce qu'on a fait venir des familles et ils n'y arrivent pas. Donc voilà, l'équilibre, il va se situer à tous ces niveaux-là. Il faut donner de l'immersif, il faut donner du fun, il faut que les gens se marrent. C'est une sortie, c'est un divertissement, c'est notre première cible. Après, si ça débouche sur d'autres choses, parce qu'il y a des gens qui ont imaginé qu'on pouvait faire d'autres choses. L'année dernière, on a fait un roadshow avec une grande banque française où on a fait 17 dates dans les campus universitaires et on avait logoté une partie du film. Pour ceux qui l'ont fait, c'est la Lune.
où on avait logoté, par exemple, toute la partie lunaire, la grande banque, la banque de l'avenir, et on en faisait un roadshow de 17 dates dans les universités. On montait le matin, on mettait 4 postes, les étudiants jouaient toute la journée de façon gratuite, puisque c'était pris en charge par la banque qui avait décidé. Donc voilà, il y a des débouchés à ce niveau-là, si on veut parler simplement le jeu, mais il peut y avoir aussi des idées sur le cinéma. Camille, toi en termes de contenu, tu es surtout sur du film 360 puisque tu es avec les gears, pas de HTC, si je me trompe pas de HTC Vive, d'Oculus en fait. Est-ce que l'idée c'est justement de rester sur des types de contenus en film 360 parce que c'est aussi un créneau particulier c'est quoi ta... Non, pas tellement. En fait, nous, pourquoi on n'a pas de room scale, c'est parce qu'on n'arrive pas du tout à faire fonctionner le business model là-dessus. Raison pour laquelle on ne sait pas, à nouveau, hein, l'idée c'était de, malgré tout, réussir à ne pas perdre d'argent. Donc, raison pour laquelle on n'a pas en B2C, on ne propose pas d'expérience room scale. En revanche, on a une expertise room scale, pour l'activité B2B, et notamment celle qui nous fait voyager pas mal en festival, on met en place à la fois du cinéma VR et du room scale. Donc on sait faire, ce qu'on sait juste pas faire, c'est de l'argent avec, en tout cas en B2C. Ceci dit, on n'est pas à l'abri de trouver une solution. Donc le jour où on trouvera une solution pour faire en sorte de moins être à l'équilibre en proposant du room scale, on le fera, et avec beaucoup de plaisir, parce qu'il y a des choses magnifiques qui se font en room scale, et c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir les proposer à nos spectateurs, quoi. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Si, je pense. Louis, peut-être, pour terminer sur ce point, sur les contenus justement que tu comptes proposer avec ton application, Spider, c'est ça L'application, c'est Vroom. Spider, c'est le réseau. Oui, d'accord. Justement, qu'est-ce que tu envisages de proposer comme type de contenu dessus, des choses qui existent, que tu souhaites créer avec d'autres partenaires comment est-ce que tu vois ça en fait ? Déjà, on va commencer par ce que nous proposent les festivals. Donc, ça va être a priori du contenu non interactif pour commencer. Et on va évoluer, je pense, avec la technologie, parce que ça, tout évolue tellement vite de toute façon. Il y a des choses qui sont possibles maintenant avec des casques autonomes qui n'étaient absolument pas possibles avant, etc. Il y a le web VR qui arrive et qui va être aussi extrêmement important pour nous en particulier. Donc tout est envisageable en sachant que pour l'instant on en est vraiment au tout début, donc tout ce qui est immersif, interactif, c'est pas la priorité, mais c'est évidemment quelque chose qu'on a en tête, j'imagine, comme toi. Et surtout, enfin, la VR a priori, il faut qu'elle soit immersive, il faut qu'elle soit interactive. Donc on a hâte que la technologie nous permette de le faire. D'accord. Alors, il y a un tout dernier sujet que j'aurais bien voulu évoquer, mais je pense qu'en termes de timing, on va être short. Ce qu'on va faire, c'est plutôt, est-ce que vous avez des questions ? Voilà, et du coup, on va prendre les questions, en fait, ça sera plus simple. Bonjour, j'aimerais juste vous poser une question, plus pour vous faire réagir par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 4 ou 5 ans, c'est-à-dire ce qu'on nous a rabattu les oreilles, on nous en a rabattu les oreilles pendant je ne sais pas combien de temps, la stéréoscopie 3D, qui n'est pas une véritable réussite. Est-ce que vous ne craignez pas un effet similaire avec la VR, qu'elle soit mixte ou augmentée ? C'est plus une question pour vous faire réagir, en sachant parfaitement que j'ai très bien compris ce qu'Elisha disait, et je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors la stéréoscopie 3D, c'est un sujet qu'on a quand même beaucoup fréquenté, puisqu'on a sorti l'un des premiers films en stéréoscopie 3D en France qui s'appelle Fly Me to the Moon, qui était un dessin animé à l'époque. C'est pas le meilleur de la production qui a pu être faite sur le sujet. C'est pas le meilleur de la production, je vous le confirme, c'est pas le plus mauvais non plus. Certes. En fait, si vous voulez, sur la stéréoscopie 3D par rapport au cinéma, on va dire qu'il y a une différence de degré d'interactivité. Vous avez une image qui va sortir de l'écran. La différence entre la réalité virtuelle et le cinéma, c'est une différence de nature. Et cette différence de nature, elle est liée à la manière dont votre cerveau perçoit l'image et retranscrit cette perception à votre corps. Donc à partir du moment où on comprend qu'on sort de la différence de degré pour entrer dans la différence de nature,
par définition, on est dans quelque chose qui est différent. Du coup, comment on le traduit d'un point de vue... Ça, c'est pour, on va dire, la partie théorique. La partie concrète sur le business. Qu'est-ce qu'a planté dans la 3D, dans le cinéma? Ce qu'a planté, c'est que... il y a eu des moyens pourtant très importants de mis en œuvre. Il y a eu des moyens colossaux, ça a rapporté beaucoup d'argent. Et ce qu'a planté, c'est que, notamment les studios américains, IMAX, en grande partie également, ont voulu faire de l'argent facile. À savoir qu'ils ont beaucoup investi, mais ils ont aussi beaucoup augmenté les tarifs et ils ont baissé la qualité des productions. Donc à un moment, les gens allaient voir Avatar en 3D, même aujourd'hui, seront ravis d'aller le voir en 3D. Aller voir des films qui méritent vraiment d'aller être vus en 3D, ils sont ravis. Par contre, quand ils se sont retrouvés à payer 3 balles de plus pour aller voir un film qu'ils préféraient aller voir en 2D, là ils ont commencé à être très fâchés et le client on le prend une fois, deux fois, mais pas la troisième. Et simplement dans ces intervalles-là, ce qu'ont fait les studios américains, c'est qu'ils ont forcé les exploitants à sortir les films en 3D. Donc aujourd'hui, nous en tant qu'exploitants, des grands studios américains nous obligeaient à sortir les films en 3D, malgré le fait que notre public nous les demande en 2D. Donc là, on crée un dégoût du marché, on crée un dégoût de la technologie de la part des spectateurs. C'est pour ça que nous, dans la VR, ce à quoi on s'attache, c'est donner des standards de diffusion qu'on considère comme étant qualitatifs, qui vont créer une confiance de la part des studios et sélectionner des contenus qu'on considère aussi comme qualitatifs pour que les gens sortent avec une bonne expérience et qu'on soit dans la construction d'un marché, qu'on n'essaie pas de dégoûter les gens extrêmement rapidement. Est-ce que ça va pas se reproduire? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que les technologies immersives seront partout dans notre quotidien à l'avenir? Ça, j'en ai la certitude. Après, en effet, ça dépendra, la qualité, le business qu'on va créer dépendra de ce que tous on en fait, parce qu'il n'y a pas de modèle préétabli, donc c'est une construction permanente. Mais il y a une différence de nature essentielle dont vous avez parlé par rapport au cerveau qui n'a strictement rien à voir entre cet effet 3D stéréoscopique et ce qu'on a aujourd'hui avec la VR augmentée mixte ou je ne sais trop. Et c'est cette différence-là qui fait que quand même les gens le perçoivent aussi, ils comprennent que c'est différent et ils voient bien que, voilà, donc ce qui s'est passé sur la 3D, c'est un phénomène conjoncturel lié à un business dans le cinéma. Là, on peut avoir la crainte que ça se reproduise dans la VR si d'un point de vue de business, on reproduit les mêmes erreurs. Après, il y a beaucoup de gens qui les ont, je pense, comprises et on essaie justement de ne pas les faire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle, à tout hasard? On peut faire sans micro, hein, je pense. Ah, pardon. Bon, je m'occupe de la coopération audiovisuelle au bureau français de Taipei, donc à Taïwan. Déjà, j'ai une anecdote par rapport à ce que disait Camille tout à l'heure par rapport à la technologie. C'est vraiment quelque chose qu'on s'est pris en pleine face quand on a commencé à travailler sur les questions de promotion des contenus innovants français il y a 18 mois à Taïwan et qu'on allait voir donc des acteurs majeurs qui sont des acteurs taïwanais tels que HTC, Acer, Asus, MSI. HTC par exemple, il nous disait nous en fait vos contenus ils ont beau être originaux, ils ont beau faire le tour des festivals, s'ils sont pas exclusifs à HTC Vive, s'ils sont pas voilà, nous on a le meilleur casque, on a le meilleur système de tracking, on a le meilleur room scaling, donc ça ne nous intéresse pas. Donc on a vraiment trouvé des portes closes et au final la bascule elle s'est faite parce que les rendez-vous on a commencé à les faire en fait avec un portable avec Notes and Blindness dessus et un cardboard, et là quand les gens faisaient l'expérience ils ont compris qu'en fait tout se jouait pas sur la technologie, et aujourd'hui c'est sur ces questions là qu'on est très sollicité et que nos partenaires sont en demande du coup de contenu français, d'expertise française. Donc voilà, c'est vraiment une difficulté qui est assez voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant à voir, de voir qu'il y avait vraiment en fait à cette époque, il y a un an et demi, à Taïwan aussi, cette difficulté à parler d'autre chose que de la technologie. Et en fait on parle de VR tous les jours à Taïwan grâce en partie à ces acteurs majeurs et à toutes les startups qui peuvent exister, mais on parle très très peu de contenu. Et la question que j'avais, qui se destine plutôt du coup à Camille et à Elisha, elle concerne les lieux, c'est-à-dire qu'à Taïwan comme en France, il y a des lieux évidemment d'exploitation et de diffusion d'œuvres VR qui sont évidemment plus des salles telles que Viveland, donc des salles avec une technologie exclusive, HTC Vive, qui sont plus dans l'entertainment, dans le divertissement. Et donc ce qu'on essaie de valoriser justement, c'est de dire qu'il y a d'autres modèles qui sont différents, sans dire que c'est forcément mieux. On parle évidemment de MK2VR et on voit que sur le modèle de MK2VR, c'est un modèle quand même très proche de l'exploitation cinématographique traditionnelle. Il y a une vraie question de programmation en fait. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de technologie exclusive. On trouve des PSVR, on trouve des HTC Oculus. Mais c'est un petit peu entre les deux néanmoins. Donc est-ce que vous croyez à un modèle qui va plus se diriger vers le modèle de l'exploitation
cinématographique traditionnel avec une remontée de recettes qui va se faire sur ce même modèle, par exemple un partage de recettes, comme sur les films traditionnels, ou est-ce que vous croyez plus à un modèle qui va se diriger vers du divertissement pur et dur, avec de l'achat de licences, et donc un modèle économique qui va s'éloigner du modèle de l'exploitation, de la distribution et de l'exploitation cinématographique? Très vite, pour vous donner mon point de vue là-dessus, les deux, honnêtement les deux. Je pense que il n'y a pas, en tout cas il y a pas, il y a des gens dont l'intérêt est de tirer vers un business model ou l'autre, mais il y a un intérêt des consommateurs et des salles et suffisamment de marché pour qu'il y ait les deux. Camille, peut-être. Oui, je dirais exactement la même chose, absolument. C'est clair au moins, je pense. Alors, Je peux peut-être ajouter que le marché est suffisamment inconnu et ouvert à tous pour que 99,9% des gens qui n'ont toujours pas fait de VR puissent laisser bien, aussi bien dans des jeux, dans les centres MK2 VR, que dans les salles de cinéma, que dans les festivals, que dans les salles de divertissement comme Virtual Room. Ou, voilà. Je pense que le but, c'est quand même de faire comprendre que la VR marche, ça fonctionne maintenant. Que nous, par exemple, on travaille avec les caches HTC Vive, mais on n'a rien signé avec HTC Vive. Pourquoi on a pris HTC Vive aujourd'hui? Parce que c'est celui qui nous donne le plus grande satisfaction en termes de rendu auprès du consommateur. C'est le plus cher, donc on n'a pas choisi juste parce qu'on voulait dépenser de l'argent. C'est que malheureusement aujourd'hui, et si demain on en sort un autre d'une grande marque française ou européenne qui divise les prix par deux, on ira bien évidemment. Je crois que d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns qui vont sortir, mais nous, on n'a pas vocation à propager la marque HTC Vive. D'ailleurs, ils nous font aucun prix, ils perdent de l'argent tous les jours, et nous, on commande nos casques directement de Taïwan, et je peux vous dire que même pour avoir 2% de réduction, c'est une tannée. Et attendez, pire que ça, c'est qu'on a pris des business éditions au départ qui coûtent genre 50% plus cher pour avoir le service entretien. Mais quand vous avez la sueur qui rentre un petit peu dans les lentilles, vous la renvoyez, ils disent vous les avez trempés dans de l'eau, on vous les renvoie pas. Donc maintenant on achète les casques de base. Donc évidemment on est pressé que la technique nous aide, parce que nous, je vous rappelle que nous, notre cœur de métier, c'est le contenu. Nous on fait ça comme du cinéma, c'est-à-dire qu'on a des gens qui font de la lumière, des gens qui font de la scène, qui écrivent des scénarios. Donc on le considère un petit peu comme une aventure, puisque c'est un jeu. Et il faut le construire. Enfin, on ne part pas à la fleur au fusil en disant on va raconter une histoire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on est pressé que la technique nous aide et qu'on puisse diffuser ça pour beaucoup moins cher, même si 25-30 € reste le prix d'un escape game où les investissements sont quand même relativement moindres. Merci beaucoup. Je vois que le temps file et qu'on est un petit peu en retard. Je voulais vous remercier vraiment d'avoir été ici, d'avoir posé vos questions et d'être resté. Je pense que vous pouvez applaudir au moins les intervenants de la table ronde, que je remercie également beaucoup. Et le festival New Image qui continue d'ailleurs avec une autre conférence derrière. Merci à vous et bonne journée.